Elisabeth Badinter, vous avez titré votre livre «L'amour en plus» et vous sous-entendez très fortement «l'instinct en moins». Exactement. C'est-à-dire que le sujet, c'est la femme n'aurait pas d'instinct maternel. Exactement. C'est une thèse qui est résumée ainsi. L'instinct maternel est un mythe. Ça n'existe pas. Et par contre, existe incontestablement un sentiment qui est l'amour. Et si je me bats si fort pour essayer de faire supprimer le vocable d'instinct des propos qui concernent la mère, c'est parce que je crois que, un, c'est une mystification, et deux, que c'est dangereux. En ce sens que qui dit instinct dit quelque chose de naturel, universel, spontané, inné, enfin bref, une sorte d'impulsion automatique que toutes les femmes porteraient en elles, quelle qu'elle soit, quel que soit d'ailleurs l'histoire, le moment de l'histoire ou leur histoire personnelle, impulsion qui les pousserait, comme malgré elles, à, avoir des enfants, c'est une des parties des définitions de l'instinct, deux, à se sacrifier pour leur enfant, aussitôt qu'il est né, à l'aimer, à se dévouer pour lui. Or, jusqu'à aujourd'hui, on a considéré que c'était ça, le sentiment maternel. Or, moi, je le conteste très fortement et je dis que quand il y a un sentiment maternel très fort, c'est de l'amour. Et quand on dit de l'amour, on dit aussi contingence. C'est-à-dire que l'amour pour l'enfant, ça peut exister de façon très forte, superbe, et puis aussi ça peut exister de façon relativement faible. Et parfois, chez certaines femmes, ça n'existe pas. Et je crois que ça n'est pas simplement une question de vocabulaire. Je crois que c'est important de changer les termes parce que quand on dit instinct, on dit une norme, et par conséquent, une sorte de santé psychique. Celle qui n'aurait pas l'instinct, qui n'a pas cet amour, est donc considérée confusément par presque tout le monde, soit comme une méchante femme, et c'est tout le discours du 19e, soit comme une malade, une anormale, puisque la norme c'est l'instinct, si elle l'a pas, elle est malade. Donc j'ai pensé que c'était important d'en finir avec ça. Ce livre, ce n'est pas un pamphlet, ou ce n'est pas simplement une série de pensées que vous sortez comme ça de vous-même. Il est basé entièrement sur une étude historique. Je crois que c'est ça qui donne son poids. J'ai essayé, pour resituer, si vous voulez, le problème de la femme et de la femme mère, de voir quels étaient les discours sur la femme et sur la mère qui existaient au moment où je prends le livre. Et ce livre commence à la fin du XVIe siècle. Pourquoi à la fin du XVIe siècle? Tout simplement parce que c'est un moment de l'histoire où il y a une coupure, et une coupure qui ne va faire que s'amplifier pendant 2 siècles avant qu'il y ait une deuxième coupure. Et je remarque que à la fin du XVIe siècle, en gros et majoritairement, les femmes françaises, comme d'ailleurs les femmes à peu près de tous les pays de l'Occident, s'occupent de leurs enfants, en ce sens qu'elles les mettent au monde et elles les gardent près d'elles, elles les nourrissent dans une immense majorité, elles les gardent jusqu'à 8-10 ans, et puis après ils s'en vont, ils vont travailler ou ils vont servir ailleurs. Mais donc il y a un comportement maternel unifié, qui est un comportement de soin et d'attention à l'enfant, en tous les cas, une espèce de contact charnel permanent entre la mère et la femme, qui fait qu'il y a probablement eu plus de tendresse à cette époque avant le XVIIe qu'après. Et qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? Eh bien, on s'aperçoit que, de façon très rapide, les femmes vont abandonner leurs enfants à d'autres saints, c'est-à-dire à des nourrices mercenaires. Et ça commence comme ça. Ce sont d'abord les aristocrates, donc les plus privilégiés, les plus libres de leur temps, qui, les premières, se sont débarrassées de leurs enfants parce qu'elles ont pensé qu'elles avaient mieux à faire et que, moyennant finance, elles n'avaient qu'à payer quelqu'un qui fasse ce travail maternel pour elles. Et mystérieusement, alors que les aristocrates ont commencé à utiliser les nourrices depuis le XIIIe siècle, c'est à la fin du XVIe et au début du XVIIe que ce comportement s'étend. Et petit à petit, toutes les classes des villes, je dis bien des villes, je pourrais y revenir tout à l'heure, vont copier ce comportement des aristocrates. Et donc, les unes et les autres, se débarrasser de leurs enfants dès la naissance. Je voudrais savoir pourquoi les aristocrates s'en débarrassent. Alors, effectivement, il me semble que c'est essentiel de comprendre, parce qu'on ne peut rien déduire du comportement des femmes pauvres qui n'ont pas le choix, tandis que celles-là ont le choix.
Elles ont le temps, l'argent, elles ont tous les moyens de garder leurs enfants et elles ne l'ont pas fait. Alors, il est difficile de répondre de façon absolue à la question parce que dans l'histoire des mœurs, il y a des choses qui peuvent vous échapper. Mais on peut émettre des hypothèses et c'est ce que je fais. Et notamment, est-ce un hasard si c'est au XVIIe et en plein XVIIe puis au XVIIIe que ces femmes ont agi comme elles l'ont fait? Il est de fait que c'est une époque en France où il règne une grande liberté pour les femmes françaises, contrairement aux femmes du bassin méditerranéen, et que les Françaises, d'ailleurs, comme les Anglaises qui ont eu le même comportement, ont une liberté d'aller et venir, ne sont pas surveillées par leur mari et peuvent aspirer à une vie autonome. Et je pense que beaucoup de ces femmes ont eu envie de se définir comme femmes et non plus comme épouses ou mères, qui les mettent toujours en rapport avec un autre. On existe comme mère, ça veut dire comme mère de quelqu'un, etc. Et elles ont eu envie et la possibilité d'acquérir leur autonomie de femme. Et je crois que pour comprendre leurs propos et leur comportement, il faut se souvenir qu'à cette époque, la société n'était pas du tout... comment dirais-je, ne valorisait pas du tout la maternité. À la limite, c'était normal ou vulgaire. Et donc, comme personne ne valorisait la bonne mère, pas plus qu'on fustigeait la mauvaise, on comprend très bien qu'elle n'avait pas envie de s'en tenir au rôle maternel. Ça ne les faisait pas exister. Et donc, ce sont ces précieuses ridicules qui ont été infiniment plus nombreuses et importantes qu'on ne le croit d'habitude, et beaucoup moins ridicules que Molière ne l'a dit, qui ont, si vous voulez, commencé un certain mouvement d'émancipation féminine. Et il faut bien dire qu'elles ont refusé la vie de ménage, la vie de couple, la ménagère et la vie de femme mère. Et que ce sont les premières à dire non à la maternité comme, je dirais, leur finalité exclusive. Alors, au XVIIe, s'est développé ce genre de comportement. Elles préféraient la culture, les rencontres, les salons. Et elles se sont progressivement transformées en femmes savantes, c'est-à-dire en femmes pour lesquelles ce qui était le plus important de tout, c'était le savoir, et d'exister en tant que femme qui sait, d'essayer de comprendre le monde. Et tout ça s'est passé, il faut bien le dire, au détriment des enfants. Oui, j'allais le dire, parce que vous commencez votre livre pratiquement sur un rapport de police, Oui. Le chef de police de Paris, qui estime que sur 20 000 enfants qui naissent à Paris, je crois qu'il y en aura 1000 qui... Sur 21 000 enfants qui naissent à Paris en 1780, il y en a 1000 qui sont allaités par leur mère, 1000 qui sont allaités à domicile, mais par des nourrices, et 19 000 qui quittent les murs de Paris pour être nourris par des nourrices mercenaires. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont très frappants. Je veux dire, ça fait une immense majorité dans Paris, mais la même chose se reproduit dans toutes les grandes villes de province, Lyon, Marseille, dont on a les statistiques. Et les conditions de vie de ces bébés, de ces 19 000 bébés, enfin, ce sont épouvantables. Parce que... Alors, je crois qu'il faut être prudent, parce que les 19 000 bébés n'ont pas été traités de la même manière. Selon que leurs parents avaient plus ou moins d'argent, ils étaient envoyés plus ou moins loin de Paris et chez des nourrices plus ou moins chères. Mais il reste qu'on peut être surpris de voir que la femme d'un petit juge de province, qui envoyait son enfant en nourrice, et qui était donc une bourgeoise, préférait ne rien faire de ses 10 doigts, parce qu'elle ne courait pas les salons, et mettre son enfant dans des conditions quand même relativement précaires. Alors, les conditions de l'enfant mis en nourrice sont stupéfiantes pour nous aujourd'hui. D'abord, c'est un enfant qui quitte sa mère au bout de 24 heures, peut-être 2 ou 3 jours, et qui est donné à une femme le plus souvent inconnue des parents, une femme dont on ne sait pas très bien quand elle a couché elle-même, si elle a du lait, si elle n'en a pas, si elle sait écrire ou elle ne sait pas écrire, et on remet son bébé sans prendre de précautions. Souvent même, le cas s'est produit sans savoir l'adresse de la nourrice. Et ce bébé part. Et ce bébé reviendra souvent mort, puisque on peut dire en gros qu'un enfant sur 2 ne passe pas le cap des 10 ans, mais surtout qu'un enfant sur 4 ne passe pas le cap des 1 an, donc le moment où il est en nourrice. Et on ne peut pas manquer d'être surpris par cette sorte d'indifférence maternelle, qui a été pour moi un argument très important dans cette thèse que je soutiens contre l'instinct maternel. Parce qu'enfin, si ces femmes, je parle de celles qui avaient une condition moyenne, pour lesquelles il était possible de garder leur enfant, ont livré leurs enfants sitôt à des mains inconnues,
c'est bien la preuve que leur ventre, leur tripe ne leur disait rien. Et même si on se choque de ce comportement, il a existé. Et je crois que ça, c'est aussi à mettre au compte de l'histoire de la maternité. Alors, on continue l'histoire de la maternité parce que à ce moment, enfin bon, le rapport de police explique cette mortalité qui peut monter à 24%, je crois qu'il est dans certains cas. Même jusqu'à 26%, oui. Et il va y avoir une transformation. C'est tout d'un coup, ces femmes, je voudrais savoir pourquoi, vont redevenir mères, mais alors là, par contre, elles ne seront plus que mères, pratiquement. Ce sera la mère sur un piédestal, transformée en statue, déifiée. Une sainte. Voilà, la Sainte Mère. La Sainte Mère. Comment s'est fait la révolution? Alors d'abord, je pense que le changement dans le comportement des femmes a été relativement long. Il a fallu du temps à ces dames pour changer de comportement. Mais il est vrai qu'on assiste au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, à l'expression d'une pression extraordinaire sur les femmes pour qu'elles redeviennent mères. Il y a à cela, entre autres, 2 ou 3 raisons. La première raison, qui semble pourtant si loin de la réalité maternelle, est une raison économique. En ce sens que le XVIIIe siècle est le siècle où l'on découvre la démographie. C'est-à-dire qu'au XVIIIe, on se compte pour la première fois dans notre histoire. Et comme les calculs sont mal faits, et comme on se compte mal, on a un sentiment, en regardant les résultats, de stagnation de la population, voire même de diminution. Et les hommes au pouvoir, c'est-à-dire les économistes, les ministres physiocrates, enfin les gens qui ont du pouvoir, en prennent alarme et disent il faut faire quelque chose. Et parce qu'en même temps, ils redécouvrent cette idée de Colbert, que ces enfants qu'on laisse mourir, ce sont des bras que l'on abandonne. Autrement dit, des bras pour produire, des bras pour tenir un fusil. Et qu'il y a donc là une richesse potentielle. Et ça, c'est une toute autre vision de l'enfant que la précédente. Que l'enfant, c'est une richesse à venir. Et qu'il ne faut pas la laisser mourir comme ça, c'est autant moins pour l'État. Alors évidemment, ce discours des économistes n'avait aucune chance d'être entendu par les femmes. Comme aujourd'hui, à mon sens, le discours de M. Debré n'a pas grande chance d'être entendu directement par les femmes. Il fallait qu'il soit soutenu par une voix philosophe. Il fallait qu'il soit soutenu par une voix philosophe et puis aussi par tous ceux qui ont accès directement aux femmes. Alors la voix philosophe, c'est incontestablement Rousseau. Et Rousseau est celui qui va, je dirais, prendre les femmes à témoin de leur indignité et de leur manque de nature en disant mais mesdames, vous ne vous rendez pas compte que le plus beau rôle de la femme, c'est la mère, que vous avez un rôle admirable à jouer dans la société, c'est l'élevage des enfants, que vous êtes responsable de la société, vous avez oublié que vous aviez un instinct, arrêtez de vous comporter comme ça et gardez vos enfants près de vous pour les allaiter et vous en occuper. Donc, Rousseau les a réveillées, ces femmes. Il les a réveillées, d'une part, en les flattant, en leur disant « voilà un rôle pour vous, mesdames, qui va vous valoriser », et en même temps en les menaçant. Et j'ai été très surprise et intéressée de voir qu'il a été le premier à culpabiliser les femmes. Parce qu'en leur disant « vous n'êtes pas naturel, vous avez oublié la bonne nature qui est en vous », il est le premier à les avoir culpabilisées. Parce que dire à une femme qu'elle n'obéit pas à la nature, c'est effectivement lui dire « ou vous êtes méchante ». Ou vous êtes folle. Ou vous êtes folle. Et c'est un discours qui a intéressé les femmes, pas toutes, d'abord ces femmes intellectuelles, puis ça s'est vraiment propagé. Mais il n'a pas été le seul à dire ça. Il y a eu, mais alors des centaines de discours écrits, de brochures, de médecins, de curés, de philanthropes, de pédagogues qui s'adressaient directement aux femmes et qui leur conseillent absolument de nourrir et de garder leurs enfants près d'elles. Alors j'aimerais qu'on parle un peu justement des curés et des médecins qui, quelque temps auparavant, disaient au contraire que c'était absolument abominable de nourrir son enfant enceinte, notamment certains curés qui estimaient que par là le péché arrivait. Enfin. Non, c'est pas exactement ça. Les théologiens ont toujours recommandé aux femmes de nourrir, mais la grande différence, c'est que le discours des théologiens, notamment du théologien Vivès, c'était de dire, vous devez allaiter, mais surtout n'y prenez pas de plaisir. Surtout pas de tendresse, de cajolerie, vous gâchez l'enfant. Ça, c'est le discours de la fin du XVIe siècle. Et effectivement, 2 siècles plus tard, les théologiens disent toujours, vous devez nourrir, mais ne parlent plus du problème du plaisir qu'une femme en retire et qu'un bébé en retire. Mais je pense que, à force d'entendre de tous ces hommes responsables pour lesquels elles ont de l'admiration, leur dire
redonner la mamelle, ça a eu un effet progressif sur elle. Encore qu'il a bien fallu entre 50 et 60 ans pour qu'on observe un véritable changement parmi les femmes. Et les premières, et je crois que c'est très intéressant, qui ont obtempéré, ce sont les femmes bourgeoises. C'est-à-dire ni les aristocrates, oui, qui avaient d'autres moyens de se faire valoriser, ni les plus pauvres qui avaient toujours besoin des nourrices, mais elles qui n'avaient rien à faire, qui n'avaient pas de vie mondaine et qui n'avaient donc aucun rôle à jouer dans la vie. Et ce sont les premières qui se sont emparées du rôle de la bonne mère. Bourgeoises des villes, elles avaient les moyens, le temps, et elles ont enfin pu sauter sur un bon rôle valorisant la bonne mère. Alors, on peut en profiter pour se demander quel était le rôle du père pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui va le devenir au XIXe siècle en face de cette femme mère déifiée? Alors, effectivement, le problème est là, c'est que la mère prend une telle importance au sein de la famille, puisque l'enfant devient l'enfant roi, que petit à petit, on assiste à un retrait du père. Et vous comprenez, dans la vie quotidienne, la mère est tout pour l'enfant. C'est-à-dire qu'elle est non seulement infirmière naturelle, institutrice naturelle, éducatrice naturelle. Elle est chargée de transmettre les valeurs, de la morale, de la religion. Elle est l'infirmière, elle est la mère, la nourricière, elle est tout. Et en même temps, il est vrai aussi qu'un grand nombre de pères est obligé de quitter la maison pour travailler à l'extérieur, ce qui est une des grandes nouveautés du XIXe siècle. Eh bien, petit à petit, ce père devient vraiment un père absent. C'est-à-dire qu'on a du mal à définir sa fonction, vu que c'est la mère qui est tellement glorifiée et tellement rendue importante par la société. Donc, ce père, en ce qui me concerne, je l'ai vu diminuer ce personnage avec une certaine tristesse. Et j'ai compris en partie pourquoi on avait tant parlé de père absent dans les années 60, 1960, oui, comme vous savez. Parce que finalement, cet homme, comment peut-on le définir comme père? Et j'ai cherché dans les textes du 19e. Eh bien, on parle du père toujours comme celui qui ramène l'argent à la maison. Un point, c'est tout. Il est chargé de faire tourner l'usine familiale. Et c'est tout ce qu'on exige de lui, puisque tout le reste des fonctions appartiennent à la mère. Alors, c'est vrai qu'il est en train de naître au 19e, l'image d'un père qui n'est pas là, qui met ses pantoufles le soir en rentrant, se réfugie dans son journal, mange sa soupe, et tout au plus, on lui demande de féliciter le petit enfant qui vient de travailler en classe, et c'est tout. Et donc, je dois vous dire que je pense que c'est pas tout à fait de la faute du père s'il est absent. Et beaucoup de féministes m'ont reproché ce point, en trouvant que j'étais trop gentille avec les pères. Mais objectivement, le phare idéologique n'est plus sur le père, mais sur la mère. Et ceci va durer très longtemps, jusqu'au XXe siècle. Alors, de l'autre côté, on assiste à la naissance d'une mère exemplaire, absolument tout dévouement, tout sacrifice pour son enfant. Et tous les hommes qui écrivent sur la maternité déclarent que c'est là une attitude naturelle, que la femme aime naturellement se dévouer, se sacrifier et toujours faire passer ses désirs après les besoins de l'enfant. C'est le grand triomphe de l'instinct. C'est le grand triomphe de l'instinct et c'est le grand triomphe du rousseauisme dont Freud prendra le relais sur ce point. N'est-ce pas? À partir du moment où on définit la femme comme aimant se sacrifier pour l'autre, on a la définition de la bonne mère telle qu'elle existera jusqu'à récemment. Et mystérieusement, ou en apparence en tous les cas, Freud, si libérateur en ce qui concerne différents sujets, a repris à peu près mot pour mot cette définition de la femme de Rousseau, sans le savoir. C'est-à-dire qu'à son tour, il va définir la femme comme naturellement passive, masochiste, la douleur de l'accouchement étant le moment suprême de son plaisir, etc. Et donc, encore une fois, on se retrouve en face d'une femme qui est toute faite pour faire la mère, tout dévouement et tout sacrifice. Donc, je pense que Rousseau, c'est pas mort. Enfin, non, Rousseau n'est pas mort par l'intermédiaire de Freud, qui n'est pas mort non plus. Voilà. Encore que les failles sont en train d'apparaître. Il est exact que cette définition de la femme a été reprise avec constance par les psychanalystes, notamment les psychanalystes femmes, qui sont les grandes, je dirais, adeptes de Freud, et qu'il y a encore 2 ans, à la radio française, il y avait une immense émission de conseils aux femmes et aux femmes mères. Une émission quotidienne. Une émission quotidienne extrêmement célèbre et suivie, où
on retrouvait mot pour mot la même définition de la femme et l'idée que la femme devait, en tous les cas quand elle était mère, consacrer les 3 premières années, une fois que l'enfant était de sa vie, à l'enfant qui venait de naître, et que cela était la bonne mère. Et la culpabilisation de la femme dans cette histoire? La culpabilisation de la femme, elle est immense. Et je crois que c'est parce qu'elle a été trop forte que justement un autre discours est en train d'apparaître. Finalement, on a tant demandé à la mère que la femme ne pouvait plus exister en tant que telle. Et d'une autre façon, grâce aux féministes du XXe siècle, américaines, françaises et autres, eh bien, il y a eu comme un mouvement de prise de distance à l'égard de la maternité, un peu comme au XVIIe chez les précieuses et les femmes savantes. Parce que trop, c'était trop. Il faut faire le bilan. En 1960-70, la femme, quand elle est mère, est responsable de la santé psychique de son enfant. Le discours de la psychanalyse dit que c'est des bonnes relations de la mère et de l'enfant pendant les 3 premières années que dépend le bonheur ultérieur de l'enfant. Donc elle est responsable de cette santé psychique, responsable de la santé physique, responsable de la santé morale de l'enfant. Ça a été beaucoup. Il n'y avait plus de place pour se définir comme femme, et c'est donc les femmes, et en priorité les féministes, qui ont brisé ce beau discours.